Bon, je vous retrouve pour vous parler aujourd'hui des acides et des bases. Donc c'est une nouvelle partie qu'on attaque. On va avoir besoin de quelques notions qu'on a vues dans le chapitre précédent sur la molécule d'eau et son aspect polaire. Attaquons tout de suite. Donc on va parler d'acides et de bases et sur vos rappels de collège, vous devez sûrement vous souvenir que le côté acide des solutions est lié à une grandeur qu'on appelle le pH. Donc qu'est-ce que c'est que le pH? Ça s'écrit comme ce que vous voyez ici marqué dans le titre, un P minuscule avec un H majuscule. Le pH c'est une grandeur, c'est donc un nombre qui varie entre 0 et 14. Le milieu étant 7, quand on est à 7 on dit que la solution est neutre. Entre 0 et 7 la solution est acide, pH acide. Au-dessus de 7 c'est basique, pH basique. Pour mesurer le pH au collège, vous utilisiez des bandelettes de ce type-là ou des rouleaux, enfin c'est bandelettes mais sur rouleau. La couleur des bandelettes prises va du rouge jusqu'au violet, rouge indiquant un pH acide et violet un pH basique, avec toutes les teintes que vous avez sur l'image. Donc pour commencer, on va déjà réfléchir à comment ça se fait que certaines molécules sont acides. Pour ça, on a besoin de prendre quelques exemples d'acides. Donc je vous donne 4 exemples qui ont été choisis par les groupes que j'ai pu voir en présentiel. L'acide sulfurique, je vous ai marqué sa formule. L'acide éthanoïque qu'on connaît depuis le début de l'année, hein, quand on étudiait les molécules, c'était une des molécules qu'on avait vues. Éthanoïque, eth, 2 atomes de carbone, vous les voyez, et puis ça commence par acide, ça finit par oïque, donc il y a un groupe acide carboxylique que vous devez repérer, je pense, ici, c'est le groupe COOH. L'acide chlorhydrique, sa formule est HCl, on se servira de celle-là tout à l'heure. Et puis l'acide du citron, là c'est l'acide citrique, je vous ai marqué sa formule. Qu'est-ce qu'on constate sur cette formule? Eh bien, on a 3 groupes COOH, donc 3 groupes acide carboxylique, que j'ai écrit ici en formule un peu plus compacte que le groupe acide carboxylique que vous voyez là. Alors maintenant, donc, il faut trouver ce qui est commun à toutes ces molécules et qui donc sans doute leur conférerait une acidité. Je vous laisse regarder les formules, réfléchir à qu'est-ce qui est commun entre toutes. Je pense que vous avez vu. Ce qui est commun, c'est que ces molécules ont toutes des H. Alors, pour H2SO4, les deux H seront concernés pour l'acidité. Dans l'acide éthanoïque, ces H-là ne jouent aucun rôle dans l'acidité. Par contre, celui-là, oui. Et ça nous paraît normal, puisque ce H est dans le groupe acide carboxylique. L'acide chlorhydrique n'a qu'un H. Et dans l'acide citrique, vous voyez que les 3 groupes acide carboxylique contiennent un H. Et c'est ce H-là qui interviendra dans l'acidité. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est que font ces H dans la solution. Alors, pour le savoir, on va imaginer une expérience. On prend d'un gaz, le gaz acide chlorhydrique. Donc dans le gaz acide chlorhydrique, la molécule c'est celle-là. Et c'est une molécule, il y a vraiment une liaison entre le H et le Cl. Hein. Acide chlorhydrique. Bon. Donc on prend le gaz, on le souffle dans de l'eau. Et instantanément on va fabriquer une solution acide, c'est une solution d'acide chlorhydrique, hein, c'est comme ça qu'on fait pour fabriquer des solutions qu'on peut avoir par exemple au lycée. Si on se rappelle de ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, dans le tableau périodique, le chlore Cl est écrit à droite du tableau, à l'avant-dernière colonne, alors que le H, rappelez-vous, il est noté tout en haut et tout à gauche. Conclusion, le chlore Cl il va être beaucoup plus électronégatif que H, c'est-à-dire qu'il va tirer beaucoup plus à lui les électrons de la liaison. Donc les 2 électrons qui sont dans la liaison de l'acide chlorhydrique ici seront très attirés par le chlore Cl, ce que je représente ainsi. Vous voyez avec les 2 électrons de la liaison, celui que j'ai représenté en rouge ici qui a été donné par le chlore Cl, celui que j'ai représenté en noir qui a été donné par le H, par l'hydrogène, et bien ces 2 électrons dans la liaison que j'ai représentée en vert sont très attirés par le chlore Cl, ils sont très proches du chlore Cl. Alors les conséquences, c'est que notamment la liaison elle va être fragile parce que les électrons sont très délocalisés et donc si je tape un petit peu fort dessus, elle peut se casser. La liaison est fragile donc, ce qui fait que quand le gaz va être soufflé dans l'eau, les molécules de HCl qu'on a présentées tout à l'heure, elles vont venir cogner les molécules d'eau. Et cette liaison que j'ai représentée par un petit cercle vert tout à l'heure, elle va pouvoir se casser.
Alors qu'est-ce qui se passe quand cette liaison va se casser? Le Cl, qui je vous rappelle était là, le Cl, il va partir avec les 2 électrons qui sont ici. Donc il avait déjà l'électron rouge, et il va en plus récupérer l'électron noir. En gros, il va avoir gagné un électron. Par contre, le H, lui, il va partir tout seul et il n'aura plus son électron. Il aura donc perdu un électron. Alors les mots que je viens de dire peuvent vous faire penser à quelque chose. Quand le Cl, donc qui part avec 2 électrons, dont l'électron du H, a gagné un électron. Et ça, un atome qui gagne un électron, on sait comment ça s'appelle. Ça s'appelle un ion. Terme que vous avez rencontré au collège et l'an dernier en seconde. Pour donner la formule d'un ion, on marque la charge de l'ion en haut à droite. Donc le Cl au début, quand il est sous forme d'atome, il est neutre, il a autant de plus que de moins. Voilà, vous voyez mes mains, il a autant de plus que de moins. Et ensuite il a gagné un électron, celui du H. Maintenant il a beaucoup de moins, il n'a pas beaucoup de plus, il est plutôt négatif. C'est pour ça qu'on va indiquer Cl avec un signe moins ici. Le H, par contre, lui, il part sans son électron. En conclusion, il a perdu un électron. Alors, s'il perd un électron, lui, ça va être juste l'inverse. Il sera positif. Et l'ion qui est formé, c'est l'ion H+, que je vous ai écrit ici. Conclusion, la molécule de gaz qu'on a soufflé dans l'eau, une fois qu'arrivée dans l'eau, elle a formé 2 ions H+, et Cl-. Et il n'y a plus du tout de molécule HCl sous cette forme-là. Tout s'est transformé en H+, et en Cl-. Alors, de ça, on tire une conclusion qui va être très importante pour la suite. Pour tout le cours, en fait, c'est la définition de ce que c'est qu'un acide. Un acide, c'est une espèce qui peut donner des H+, qui est capable de lâcher des H+, de donner des H+. Définition à bien retenir. Alors, maintenant, ces H+, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils sont négatifs, ils sont positifs. Donc, ils vont essayer de s'associer avec quelque chose de négatif. Donc, il faut chercher ce qui est négatif dans la solution. Alors, qu'est-ce qu'il y a de négatif dans la solution? Il y a déjà les Cl-. Alors, est-ce qu'ils vont s'associer avec les Cl-? Vous avez la réponse avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, ils ne vont pas s'associer avec les Cl-, parce qu'on constate qu'il n'y a plus aucune molécule HCl dans la solution qu'on vient de former. Donc, ils ne vont pas s'associer avec les Cl-. Il faut donc qu'on trouve autre chose qui est négatif dans la solution. Alors, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qui peut être négatif dans la solution qu'on est en train de fabriquer, sachant que les seules choses qu'on a, c'est de l'eau avec du gaz HCl qu'on a soufflé dedans, qui a formé H+, et Cl-. Si c'est pas Cl-, c'est forcément l'eau. Je vous rappelle que l'eau, la molécule d'eau H2O, dans le chapitre précédent, on a dit que la zone de l'oxygène était plutôt négative. Alors si cette zone est plutôt négative, elle est H, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une zone plutôt positive. Si cette zone est plutôt négative, elle va pouvoir attirer les H+, et les deux vont pouvoir créer une liaison. C'est effectivement ce qui se passe. Le H+ va créer une liaison avec la molécule d'eau. Donc là, on a un nouveau complexe là, qui s'est formé avec tous ces éléments. C'est un ion c'est un ion, ce qu'on a formé, qui est vraiment essentiel, qu'on va appeler l'ion oxonium. Je vous ai marqué le nom ici. Et au-delà du dessin que j'ai fait là, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait juste, il faudra surtout connaître la formule de cet ion que j'ai écrite ici, H3O+, et regardez sa cadre, on a bien 3 H, on a un O, et il y a cette charge plus là qui se délocalise sur tout l'ion. Donc ça, il existe vraiment, et lui on le trouve dans la solution. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce complexe-là? Il y a quelque chose qui peut peut-être vous gêner ou vous faire poser question, c'est que là on constate que l'oxygène maintenant il a 3 liaisons. Et ça c'est bizarre puisque nous depuis le début de l'année on dit que l'oxygène il n'a que 2 liaisons. Alors là l'oxygène arrive à avoir 3 liaisons parce que à cause de cette charge plus qui se délocalise sur toute la molécule, cette troisième liaison est stabilisée. Donc on se refait un petit peu ce qu'on a dit pour l'instant. Les acides définition, c'est des particules qui donnent des H+ à la solution. Que deviennent ces H+? Vu qu'ils ne sont pas stables, vu qu'ils n'existent pas dans la solution, ils vont s'associer avec des molécules d'eau. Et ils vont former des ions qu'on appelle oxonium et dont la formule est H3O+. Alors maintenant, si vous soufflez beaucoup de gaz dans l'eau, ça veut dire qu'ils vont donner beaucoup de H+. Ces molécules vont donner beaucoup de H+. Et donc ça va former beaucoup de H3O+. Si j'ai mis beaucoup d'acide, je vais avoir beaucoup de H3O+. Donc quand je suis très acide, j'ai beaucoup de H3O+.
Et à l'inverse, si je suis très basique, avec un pH qui est grand, j'ai pas beaucoup d'acide, voire très peu, voire pas du tout, et donc j'ai très peu de H3O+. Alors nous, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de relier le pH, les chiffres que j'ai écrits ici, à la quantité de H3O+. Déjà, il y a quelque chose à remarquer, c'est que vous constatez que quand le pH est bas, donc quand le pH fait 0, il y a beaucoup de H3O+. Et à l'inverse, si le pH est élevé, 14, là, j'ai pas beaucoup de H3O+. On constate que les deux varient en sens inverse. Ça, on se le garde en tête, on va en avoir besoin tout à l'heure. Autre chose qu'il faut que je dois vous dire, c'est qu'ici, donc pour le pH, j'ai des chiffres, et pour le H3O+, je suis juste en train de dire, il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Il va falloir qu'on mette des chiffres aussi, des nombres là-dessus. Et donc pour ça, il va falloir compter les particules de H3O+. Or, vous savez qu'on ne peut pas les compter, il y en a trop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des paquets. Et ces paquets, vous savez, c'est des moles. Alors, on va pas vraiment parler en mol, mais on va parler en mol par litre. Et vous savez que les moles par litre, c'est la concentration. Donc, grosso modo, on va introduire la concentration de H3O+. Quand je suis dans une zone acide, la concentration est importante. Quand je suis dans une zone basique, la concentration est faible. Et les deux varient donc en sens inverse, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, alors tout ça c'est bien joli, vous avez vu nos ions se balancer à de haut en bas, mais ça ne nous donne pas le lien précis qu'il y a entre les deux, entre la concentration en H3O+, les ions qui ont été donnés par l'acide, et le pH de la solution qu'on mesure. C'est quoi le lien qu'il y a entre les deux? Le lien, c'est un lien mathématique, c'est donc une formule mathématique qu'on va écrire avec un signe égal. Alors ce qu'on sait déjà, c'est que le pH c'est un nombre, que la concentration en ion H3O+, ben, c'est un nombre aussi, avec une unité, et cette unité c'est mol par litre. On va essayer de relier les deux. Donc comme les deux sont des nombres, on va faire une formule mathématique avec un signe égal. On sait aussi que les deux varient en sens inverse. Alors la formule pour relier les deux, je vous la donne, c'est celle-ci. Pour calculer la concentration en H3O+, ça ne sera pas très compliqué, ça sera 10 puissance, faites bien attention, c'est une puissance de 10 ici, 10 puissance moins et ensuite le pH. Donc par exemple, si le pH fait 3, j'écrirai que la concentration en H3O+, ça sera égal à 10 puissance moins 3. Et je mettrai l'unité, c'est des moles par litre, puisque c'est une concentration. Alors, on ne va pas s'amuser à réécrire concentration à H3O+, à chaque fois qu'on a besoin de faire le calcul, il faut qu'on trouve une façon plus simple de l'écrire. Et la façon plus simple qu'on va utiliser, c'est celle-ci, c'est les crochets. Quand j'écris des crochets et qu'en intérieur je mets un ion, ça veut dire que je parle de la concentration de H3O+, la concentration molaire. Donc la concentration molaire de H3O+, c'est 10 puissance moins pH. Alors la concentration, elle se mesure en mol par litre, et vous savez qu'il y a cette autre écriture aussi qui existe. Donc cette formule est essentielle, il faut bien la retenir et on va l'utiliser tout de suite. Concentration en H3O+, qui vaut 10 puissance moins pH. Alors on y va. Première application, on dispose d'une solution de pH qui fait 1, on vous demande de calculer la concentration en ion oxonium. Donc la concentration des ions H3O+. Comment est-ce qu'on fait ça? Je cherche la concentration en ion oxonium. Donc ce que je cherche, c'est ça. H3O+ entre crochets, puisque les crochets veulent dire concentration. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause et puis vous essayez de trouver combien ça fait. Bien, alors maintenant que vous avez cherché, essayons de voir la suite. La première chose à faire, c'est d'écrire la formule comme d'habitude. La formule, vous la connaissez maintenant, c'est 10 puissance moins pH. Ensuite, on remplace pH par sa valeur c'est 1. Et voilà, j'ai fini, je rajoute juste l'unité, c'est des moles par litre. Alors si on n'a pas envie d'avoir une puissance de 10, on peut écrire le résultat avec des nombres. Et 10 puissance moins 1, ça fait 0,1 mol par litre. Deuxième exemple, je vous laisse le traiter, c'est pareil, vous mettez la vidéo en pause et je vous laisse réfléchir à ça. Exactement le même exercice, mais avec un pH différent. Bon, j'espère que vous avez cherché ce que ça donne. On démarre pareil, on cherche le pH. On trouve le résultat 10 puissance moins 10 mol par litre. Et si j'ai envie de l'écrire avec des chiffres décimaux classiques, et là c'est pas du tout une bonne idée, puisqu'on obtient ce nombre-là,
qui, vous voyez, contient beaucoup de zéros, et donc ça, à écrire sur une feuille, c'est à peu près sûr qu'on va se tromper. Néanmoins, je l'ai écrit comme ça pour voir deux choses. Vous constatez qu'entre le premier exercice et le deuxième exercice, le pH, il a augmenté. Par contre, la concentration en H3O+, elle a diminué. Quand le pH augmente, la concentration en H3O+, diminue, et c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, ça varie en sens inverse. Le pH et la concentration en H3O+, varient en sens inverse. Ces exercices nous permettent de le vérifier. Bon, je vous laisse avec cette vidéo, le cours sous format PDF que je vais vous envoyer, des exercices à chercher, et n'oubliez pas que vous pouvez me contacter sur les créneaux de cours s'il y a souci, des choses que vous ne comprenez pas pour qu'on revienne ensemble dessus.